Bonjour à tous, bienvenue à vous, c'est 9h50 le matin, Bretagne. C'est parti pour 52 minutes d'émission. Ce matin, nous recevons une partie de l'équipe du film Pupille qui traite avec beaucoup de justesse du parcours d'adoption d'un bébé né sous X, réalisé par Jeanne Herry qui sera des nôtres tout à l'heure. Ce film sortira au cinéma le 5 décembre et il était présenté en avant-première ces derniers jours en Bretagne. La Bretagne qui a été l'ancrage principal du tournage de ce film avec de grands comédiens, Sandrine Kiberlin, Gilles Lelouch ou bien encore Élodie Bouchez et Olivia Cotte qui nous font également l'honneur d'être présentes sur le plateau de la matinale. Le sujet du film étant l'adoption, eh bien nous ferons justement un point sur cette thématique au niveau du droit avec notre notaire, Maître Geoffroy Aymonnet. Le cinéma, on en parlera aussi avec Luc Leprêtre, l'un des organisateurs du festival Regards Croisés qui se tient en ce moment à Saint-Malo, un festival de courts-métrages sur le thème du handicap dans le milieu professionnel. Nous prendrons également le large en compagnie d'Adélaïde Castier, la responsable éditoriale du magazine Littoral. Adélaïde évoquera le patrimoine maritime de notre région à travers le chantier du GIP à Brest, qu'a visité la présentatrice de l'émission Marine Barnerias. Avec notre chroniqueuse mode Justine Lemoin, nous partirons ce matin en quête du manteau idéal, un sujet de saison. Sans oublier l'agenda culturel de Sabine Marémurg avec une sélection de jolis événements qui se passent en Bretagne ce week-end. Et puis pour finir, l'ami Billy que l'on retrouvera aux Eaux de la Bourbansais en Ille-et-Vilaine où nous ferons un peu mieux connaissance avec les singes. Voilà, bah écoutez, vous restez avec nous, on attend vos questions, vos réactions sur la page Facebook de France 3 Bretagne où cette émission est diffusée en live. A tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue à vous. Nous sommes ravis de vous retrouver en cette matinée. Bonjour Geoffroy. Bonjour. Bienvenue. On parlera avec vous d'une question de droit sensible, l'adoption. Un thème qui touche forcément l'équipe du film Pupille qui est présente ce matin sur le plateau. Le film qui sortira dans les salles le 5 décembre. Alors bonjour Jeanne Herry, vous êtes la réalisatrice de ce très beau film avec de grands comédiens et comédiennes, parmi lesquels Élodie Bouchez. Bonjour Élodie, bienvenue. Bonjour. Et puis Olivia Cotte qui est également sur le plateau. Bienvenue à vous également. Merci. Je vous propose qu'on regarde tout de suite une petite bande-annonce du film, enfin un extrait en tout cas, et puis comme ça on en parle juste après. Poussez Charlotte, c'est ça. J'ai sa tête dans la main là, c'est parti, on y va encore, on pousse, et stop, ne poussez plus. Vous voulez le voir? Bonjour, je suis assistante sociale. Je veux pas le garder. Je vous appelle parce qu'on va sûrement avoir un petit pupille à accueillir. On m'a proposé de faire un accueil aujourd'hui. Je dis non, parce que je crois que j'ai envie d'arrêter. Il y a quel âge? Il y a un jour. Vache. Bonjour Théo, je m'appelle Karine, je suis éducatrice spécialisée. Comme tu le sais, ta maman ne peut pas s'occuper de toi dans l'immédiat. Mais elle nous a chargés de veiller sur toi. Et nous, on est là pour ça. Pour toi. Le conseil de famille a donné ses directives pour trouver des parents à ce petit Théo. Alice Langlois. Sa première demande d'agrément date d'il y a 8 ans. Elle est prête, cette femme. C'est le bon moment pour elle, je le sais. Je me sens carrément prête. Tu grimpes, tu grimpes, tu grimpes. Mon travail, c'est pas de trouver un enfant à des parents qui souffrent. Mon travail, c'est de trouver les meilleurs parents possibles à des enfants en difficulté. T'inquiète pas, ça va bien se passer. T'es un super mec. Un film fort, un extrait révélateur de l'esprit de ce film. Jeanne Herry, c'est votre deuxième long métrage, après Elle l'adore, qui était sorti en 2014. Quel a été le point de départ de ce film? Une proche à moi qui a adopté et qui m'a passé un coup de fil pour me dire que les services avaient un bébé pour elle. Et ce coup de fil m'a bouleversée, m'a allumée de l'intérieur. Je cherchais un nouveau sujet d'écriture pour un film et c'était évident que j'avais fait une rencontre avec ce message, avait déclenché quelque chose de fort. J'ai été me documenter, ça m'a passionnée et je me suis dit qu'il y avait là une matière très très forte pour écrire des beaux personnages et une histoire.
Au-delà de vous documenter, hein, vous avez été en immersion justement auprès de ces professionnels qui s'occupent justement du long cheminement jusqu'à l'adoption. Oui, c'est ça. Après, j'ai pas été j'ai pas été vivre avec un service pendant des jours et des jours. J'ai surtout fait des rencontres en fait. J'ai passé du temps avec des gens qui ont bien voulu me raconter leur métier, leur mission, me parler de leur travail. Et ça s'est fait en Bretagne, en Finistère, puisque c'est le premier contact que j'avais dans l'adoption. Habite là-bas. C'était pas un hasard. Ça... Ah si, c'était un hasard. C'était un hasard. Oui, c'est vraiment la seule personne que je pouvais appeler. Voilà, on m'a dit, je te file un contact si tu veux. C'était une femme à la retraite qui s'appelle Monique et que j'embrasse et qui a accepté de me répondre au téléphone et commencer un peu à défricher le sujet qui est quand même assez complexe. Et puis après, elle m'a présenté. Je me suis rendue en Bretagne plusieurs fois et j'ai rencontré plein de gens. Alors la Bretagne, qui est donc l'ancrage de ce film. Élodie Bouchez, vous êtes la maman adoptante dans ce film. Vous êtes Alice, 41 ans, qui attend depuis 8 ans. 8 ans, un enfant. Et quand ça arrive, elle n'y croit pas, elle ne réalise pas. Oui. C'est ça? Bah oui, parce que je pense que sur un parcours comme ça, aussi long, qui est à la fois un parcours... une quête et en même temps un parcours de vie, parce que sur 8 ans, il lui arrive plein de choses dans sa vie intime et personnelle. Quand enfin ça arrive, je crois, j'imagine qu'on tombe de l'armoire. Un petit peu. Vous dites que vous avez rencontré un scénario et une humanité, en fait. C'était une histoire que vous attendiez presque. Quand vous l'avez lu, le scénario, vous avez réagi comment ? J'ai été soufflée par la qualité de l'écriture de Jeanne. Je trouvais que ce récit raconté comme elle le racontait était comme un espèce de ballet comme ça qui se déployait autour du destin de ce petit enfant. Et j'étais très, très impressionnée, oui. Et quand vous parlez de ballet, alors c'est intéressant parce que justement, on a le sentiment que c'est un peu un film choral, c'est-à-dire que tous les personnages sont importants, on passe du temps avec eux. C'était nécessaire pour vous, Jeanne, de vraiment... Voilà, Oui, c'était une dimension. Je voulais raconter ce collectif triomphant, on va dire, cette espèce d'armée de travailleurs sociaux, de collectif qui se met en marche, en branle pour encadrer... 3 personnes dans un moment difficile de leur vie et en souffrance. Une maman qui remet son enfant, un bébé qui n'a plus de parents et cette femme qui est en manque d'enfants et en souffrance. Autour de ces 3 personnes, il y a des gens qui viennent encadrer et rendre possible une équation qui est très simple et très pure et en même temps très très complexe, comme on peut le voir dans le film. C'est une sorte d'hommage à tous ces travailleurs sociaux Absolument. Que vous rendez. Et on se rend compte de la complexité de cette chaîne, effectivement, et de la dureté de ce travail, finalement. Oui, qui est à la fois vraiment repose sur des lois et un cadre très solide et vraiment dans le bon sens du terme, pensé, extrêmement civilisé, considérant et contraignant aussi. Et en même temps, à l'intérieur de ce cadre, il y a des gens qui travaillent avec leur sensibilité, avec leur subjectivité, avec leur empathie, avec leur capacité d'analyse, de réflexion. Et c'est ça qui donne la richesse de tout, je pense. Alors, il y a l'accompagnement du bébé, mais aussi l'accompagnement de la maman biologique, on va dire. Olivia Cotte, vous jouez une assistante sociale et vous accompagnez cette femme. Ça a été complexe pour vous? Non, elle accompagne la maman. La maman de... Élodie, oui. Ça a été complexe pour vous de vous immerger dans ce rôle, justement? Complexe, ça m'a demandé une grande concentration. Et oui, en effet, au niveau de l'empathie, et de la solidité, de la fermeté. C'est intéressant que Jeanne m'ait proposé ce rôle-là. Moi, je ne m'imagine pas solide, forcément. Et Jeanne m'a dit, si, tu es solide. Tu es solide, c'est pour ça que je te choisis pour ce rôle. OK. Moi, j'imagine que j'étais beaucoup plus empathique que ça. Elle est empathique. Et elle est très empathique, mais elle ne se laisse pas déborder par son empathie. Sinon, elle ne pourrait pas faire ce travail. Et c'est vrai que du coup, j'ai vraiment fait un... Je ne sais pas comment j'ai fait ce travail-là, mais de m'imaginer qu'en tout cas, quand elle était face à des gens qui étaient effondrés par l'idée qu'ils ne pourraient pas être parents, comme dans le film, on évoque ça, ces moments-là où ces assistants sociaux sont confrontés à des gens à qui elle doit dire « je pense que vous n'êtes pas prêts, en tout cas pour l'adoption aujourd'hui ».
et qui s'effondrent ou qui sont agressifs. Moi, personnellement, je pense que je pleurerais pendant 1 heure avec eux en disant « Je suis désolée, je pense que je réagirais comme ça. Or, cette assistante sociale ne peut pas réagir comme ça. C'est un travail sur l'empathie, sur un truc très intéressant qui pourrait s'appliquer à la vie constamment, l'implication et la distance. Il faut s'impliquer pour les gens, pour savoir comment les aider, comment essayer de bien les encadrer, bien les accompagner, en ayant la bonne distance, comme on pourrait avoir avec nos amoureux, nos amis, nos parents, avec tout le monde en fait. En fait, vous réussissez quand même un sacré défi, Jeanne, c'est qu'on ne tombe pas dans le pathos dans ce film. C'est ça qui est... Il y a toujours le message d'espoir, le cheminement. Oui, parce qu'au fond, pour moi, c'est une histoire qui est tendue et qui a une forme de gravité, mais c'est absolument pas une histoire triste du tout. En fait, ces histoires-là, quand elles sont bien encadrées, ce qui est souvent le cas, c'est des histoires compliquées qui se terminent bien. Il y a beaucoup d'espoir. Je pense qu'en remettant son enfant à l'adoption, cette femme fait un choix qui est difficile et qui est très transgressif, même pour nous. Mais je pense qu'elle fait le meilleur choix possible pour son enfant et j'espère que le film le montre. En tout cas, oui, pas de pathos, mais c'est émotionnel, je dirais, émotif. Alors ces derniers jours, vous l'avez présenté, ce film en avant-première en Bretagne. Quelles ont été les réactions justement des spectateurs? Des tomates, plein de tomates. Vous avez reçu des témoignages de gens justement? Non, beaucoup de témoignages très chaleureux, très émus. Il se trouve qu'en plus c'était fort de revenir à Brest, là où nous avions tourné, où j'ai rencontré tous ces travailleurs sociaux qui m'ont aussi quelque part encadré à leur manière. Beaucoup de retours très forts pour moi. Écoutez, le film sort en salle le 5 décembre. On ne peut que vous inviter tous à aller le voir parce que c'est un film d'une sensibilité absolument rare. Voilà. Merci beaucoup. On va justement rester sur la thématique de l'adoption avec vous, Maître Geoffroy Aymonnet, parce que c'est un sujet très sensible et assez délicat à traiter, mais vous allez nous éclairer. Alors, on avait envie de vous poser une première question. À partir de quel âge un enfant est-il adoptable ? Il n'y a pas d'âge minimum pour adopter un enfant, il n'y a pas de règle précise dessus, mais en pratique, c'est 2 mois. Pour une raison simple, c'est que les parents qui confient leur enfant à l'adoption ont un délai de rétractation qui est de 2 mois. Donc, ce qui revient à dire qu'un enfant de moins de 2 mois ne peut pas être adopté. Alors, qui peut adopter aujourd'hui ? C'est une question Beaucoup de personnes, toute personne adulte qui a plus de 28 ans, donc il y a un âge minimum pour l'adoptant. Pour les couples, il faut être marié. Ça, c'est peut-être méconnu, mais c'est une règle très importante qui peut être peut-être un peu discriminatoire selon certains, mais en tout cas, il faut être marié. Si on a moins de 28 ans lorsqu'on est marié, il faut être marié depuis 2 ans. Voilà, on peut être un jeune couple marié, mais il faut être marié. Et les couples qui sont pacsés, concubins, malheureusement, ne peuvent pas adopter en couple. L'un d'eux ne peut le faire, mais à ce moment-là, il faut qu'il dépose la demande seul, mais ce n'est pas le couple qui pourra présenter sa demande. C'est une demande individuelle. C'est une demande individuelle, ou alors mariée, mais pas les pacsés, pas les concubins. D'accord. Au niveau des familles monoparentales, du coup ? Au niveau des familles monoparentales, c'est tout à fait possible, puisqu'il faut avoir tout simplement plus de 28 ans, et c'est le cas, je crois, du personnage dans le film, donc c'est possible. C'est un parcours bien long, bien sûr, mais c'est juridiquement tout à fait possible. Y a-t-il un écart d'âge minimum entre l'adoptant et l'adopté ? C'est 15 ans. 15 ans. 15 ans, et lorsqu'on adopte l'enfant de son conjoint, c'est plus faible, c'est 10 ans. D'accord. C'est un cas fréquent, ça, l'adoption de l'enfant de son conjoint. Ce qui n'est pas le cas du film, mais l'adoption de l'enfant de son conjoint, donc l'écart d'âge est plus faible. D'accord. Est-ce qu'il y a une limite d'âge à ne pas dépasser pour adopter ? On peut se poser la question, est-ce qu'une personne âgée de plus de 40 ans peut adopter ? Oui, il n'y a pas d'âge limite. Là, c'est un petit peu comme la première question, il n'y a pas réellement d'âge. Mais ensuite, les personnes qui auront à se prononcer sur l'adoption définitive prendront en considération nécessairement l'écart d'âge. Si c'est un très jeune enfant, il sera plus difficile de l'adopter si vous avez peut-être 45 ou 50 ans que si vous êtes plus jeune. Enfin, il y a un petit peu de bon sens, mais il n'y a pas de limitation légale. Alors, qu'en est-il des familles recomposées aujourd'hui ? Parce que c'est un cas de plus en plus fréquent. Est-ce qu'on peut adopter l'enfant de son... Oui, c'est un cas très fréquent, très fréquent, qui va se trouver de plus en plus dans les familles, puisque la recomposition familiale crée des liens. Les adoptions les plus fréquentes en famille recomposée, ce sont des adoptions d'adultes
quand même. Il peut y avoir des mineurs, mais souvent d'adultes. Et le parcours est beaucoup plus simple qu'une adoption d'un très jeune enfant. Il n'y a pas d'agrément. Il faut simplement le consentement de tout le monde. Il faut être marié, encore faut-il le rappeler. Une famille recomposée non mariée ne sera pas éligible à l'adoption. Donc il faut être marié, l'écart d'âge 10 ans, consentement de tout le monde et notamment consentement par acte notarié. Donc la plupart du temps, c'est une adoption qu'on appelle simple. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu la différence entre adoption simple et adoption plénière? Alors, l'adoption simple, c'est celle qui laisse perdurer le lien de filiation avec la famille d'origine lorsque le lien est connu. Donc en matière de famille recomposée, c'est souvent le cas. On ne veut pas couper le lien avec son père ou sa mère d'origine, mais on veut aussi appartenir à cette nouvelle famille qui vous a souvent accueilli, avec qui vous avez grandi depuis des années. L'adoption plénière est beaucoup plus radicale puisqu'elle coupe le lien d'origine et elle crée une nouvelle filiation pleine et entière avec une nouvelle famille ou un nouveau parent. Donc c'est beaucoup plus restrictif en termes de critères et notamment des adultes ne se font pas adopter de façon plénière. C'est réservé plutôt aux enfants. Donc c'est vraiment deux choses différentes. Merci beaucoup. Geoffroy, vous connaissiez toutes les trois la complexité de ces... J'imagine. Oui. Élodie? Jeanne nous a transmis beaucoup de sa documentation et son travail de recherche. Oui. Est-ce que vous-même, ça pourrait vous inciter à adopter un enfant? Enfin, selon vous, quels sont les ressorts pour adopter un enfant, Jeanne? Moi, ça, je ne sais pas. C'est en fonction des histoires de chacun. Moi, je trouve que personnellement, j'ai eu 2 enfants biologiquement et j'ai eu cette chance-là. Après, oui, moi, je conseille à plein de gens de ne pas, effectivement, par exemple, de ne pas... de s'ouvrir parfois peut-être aussi aux autres projets que l'adoption plénière, qui est la plus complexe, c'est vrai, et comme il y a de moins en moins d'enfants à adopter, c'est compliqué. Par contre, il y a de plus en plus d'enfants dans la merde, c'est la vérité, confiés aux services sociaux. Et il y a des enfants qui ne sont pas adoptables de manière plénière, mais pour lesquels on peut s'engager aussi, faire du parrainage, les prendre en vacances, commencer à instaurer ce lien qui va peut-être déboucher, pourquoi pas, sur une adoption simple, j'en sais rien. En tout cas, il y a différentes façons de donner du temps, de transmettre, de s'occuper. Ce ne sont pas les mêmes projets, donc il faut le vouloir. Ça n'a rien à voir avec l'adoption plénière. Mais moi, j'incite les gens, surtout quand ils s'y mettent très tard, d'après ce que j'ai compris à l'issue de mes recherches, quand ils s'y mettent vraiment tard, quand ils commencent tard leur truc, en se disant je veux un bébé, mais je commence à 42 ans mon agrément, je dis écoute, tente-le, pourquoi pas, ça va pas être facile, mais en revanche, après, ouvre-toi, commence à fouiller d'autres trucs, parce qu'il y a d'autres moyens de combler ce manque et d'apporter un sens à sa vie, si on pense que ça apporte un sens à sa vie, avec les enfants. Ça vous fait réagir, Élodie c'est ce que vient de dire Jeanne? Je suis tout à fait d'accord avec Jeanne. Après, ce sont des projets qui sont différents en fonction de chacun, en fonction des histoires de chacun, en fonction de la projection de chacun. Olivia, vous? Je suis d'accord avec Jeanne. C'est une constante, c'est toujours comme ça. C'est moi qui parle et après on dit ouais c'est vrai, t'as raison. Ça a été facile le tournage. Voilà, j'ai des gens mous qui me suivent. Parce que je les ai drogués auparavant. Aussi, c'est vrai. D'accord. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On va tout de suite retrouver Billy au zoo de la Bourbansais. Billy qui va nous présenter les singes de ce zoo. Merci, à tout de suite. Bonjour Laurence, bonjour à tout le monde sur le plateau. Alors nous revoilà aujourd'hui au zoo de la Bourbansais avec des petits bonhommes qui parlent. Et voilà. Et toujours avec Corentin. Bonjour, tu vas bien? Bonjour, ça va bien, très bien. Alors aujourd'hui, la dernière fois on s'était vu, c'était les fauves et aujourd'hui on voit les primates. Les primates, c'est ça. Donc, alors, c'est quoi comme ça? On est avec nos géladas. Donc c'est des babouins qui sont africains. Et donc en fait, ils vivent que dans les montagnes éthiopiennes. Et donc on les surnomme aussi les singes lions. Donc là, ce qu'on va faire, il le sait très bien. On va lui donner les petites croquettes. Voilà, regarde, là il est content, ils adorent. Alors pourquoi vous faites ça le matin? C'est comme un orange. Il prend bien comme il faut. Ça va nous permettre de regarder un petit peu les dents, les états des pattes, etc. Et lui, il va pas venir? Alors c'est lui le patron. Ok. Donc tant que le patron n'a pas fini de manger. Alors là, on leur donne quoi à manger comme croquettes? Donc là, c'est des croquettes qu'on appelle folivores. C'est des croquettes spéciales pour les primates qui vont manger des feuilles et de l'herbe.
Ok, je peux en donner 2, 3 à suivre ou une par une? Oh bon, après, il va faire comme le hamster, il va... Bonjour. Ah oui, il met de côté pour lui. Il va mettre de côté. Donc là, on peut voir, en fait, c'est des singes un peu particuliers, des primates un peu particuliers. C'est les seuls primates herbivores qui existent encore, donc vraiment à manger de l'herbe. D'accord. Donc on peut voir là, leurs doigts, ils sont très très courts et quasiment de la même taille. C'est pour mieux arracher, piquer et manger les racines. D'accord. Et donc, ils ont des petits prénoms, ces jeunes hommes là? Alors, on est encore en pourparlers entre nous. D'accord. Ils sont arrivés chez nous l'hiver dernier. Et donc, on est entre nous. Ils n'ont pas encore de prénom, donc on a quelques pistes. Pour les prénoms? Pour les prénoms. Bah, moi, j'ai 2. Alors, c'est des garçons, c'est dommage, sinon on les aurait appelés Laurence et Catherine. Et donc, dans la nature, ils vivent comme... En troupe comme ça, mais en famille En hardes, voilà, c'est ça. Ça va être un mâle avec plusieurs femelles. Et toutes ces hardes vont constituer des groupes plus gros, en fait. Plusieurs mâles vont habiter côte-côte. Voilà. Tant qu'ils ne se piquent pas les femelles entre eux, tout se passe bien. D'accord, ça va. Donc là, on va leur donner à manger. Et alors après, l'étape suivante, une fois que voilà, on a vérifié que tout le monde allait bien, bah, ça va être de les sortir pour qu'ils aillent manger le reste du repas. Et le repas, heureux, c'est dans l'herbe qu'il y a dans leur parc. Voilà. Bon, bah, on se retrouve tout de suite. On va aller voir quand même de l'autre côté la sortie. Et donc là, j'appâte. Et du coup, oh là là, ils sont vraiment gracieux. Hein. C'est très très beau. On a l'impression qu'ils ont des petites vestes comme ça, des petits par-dessus à la mode. Bah oui, mon petit lapin. Là, t'as le droit de manger, j'en ai mis plein partout. Tu trouves pas? Regarde. C'est quoi? Je me souvenais plus de la race. Ah, l'espèce, on dit. L'espèce, race, c'est pardon. pour les chiens. L'espèce, c'est Gelada. Gelada. Donc ça y est, là, on les a sortis. Donc ils vont profiter toute leur journée là, de leur enclos. Et puis, Corentin, on va retrouver d'autres primates, On va y retrouver d'autres. Il y a d'autres personnes. Il y a d'autres monde à aller voir. À tout à l'heure avec d'autres primates. Allez, on y va. À tout à l'heure, Billy. Allez, Luc Leprêtre, on va continuer à parler de cinéma avec vous. Bienvenue. Bonjour, vous êtes membre du comité de pilotage du festival Regards Croisés, qui se tient jusqu'à samedi à Saint-Malo. Il s'agit de la 10e édition de ce festival de court-métrage. Alors pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, en quelques mots, comment vous le présenteriez? Quel est le principe concrètement? Le principe du festival est simple, il est de donner la possibilité à des personnes qui sont handicapées de venir s'exprimer artistiquement par l'intermédiaire de l'utilisation du court-métrage. Donc elles vont témoigner de leur travail, de leur vie en général, mais donc dans un court-métrage de 6 minutes maximum, avec un jury qui va ensuite déterminer quels sont les meilleurs films. Alors la devise du festival, voilà, c'est de dire que le handicap n'empêche pas le talent. Et alors c'est bien illustré dans ce festival. Au travail, artistiquement, c'est une évidence, mais c'est bien de le rappeler en fait. Oui, c'est bien de dire qu'il y a 2 volets véritablement. Vous avez des personnes handicapées à qui souvent on parle à leur place. On dit ils veulent ci, ils veulent ça. Là, ils viennent expliquer ce qu'ils vivent eux et comment ils le vivent. Donc là déjà, ça c'est une première chose. De l'autre, on a nos partenaires, les entreprises partenaires, qui viennent dire, regardez, ces personnes-là travaillent pour nous, et en même temps, elles travaillent bien. Ouais. Donc, et voilà, on a fait le pari du handicap, et venez avec nous, quoi. Venez avec nous aussi, vous allez pouvoir... vous verrez que ces personnes travaillent aussi très bien. Il s'agit vraiment d'aider effectivement le monde de l'entreprise à changer son regard sur le handicap, et trop peu de personnes handicapées ont accès au monde du travail. Le pourcentage de personnes atteintes par le chômage chez les personnes handicapées, il est double du reste de la population. Donc les chiffres sont simples. Alors que d'autres chiffres montrent quelque chose de très clair, qui est que lorsque les personnes handicapées travaillent, et qu'elles ont réussi enfin à avoir un emploi, elles sont plus productives que la moyenne. Et voilà, ça c'est important. Ce qui veut bien de dire qu'il faut tenter. Il faut tenter d'embaucher tout de même les personnes handicapées. Alors, qui dit festival dit forcément compétition. Je rappelle, cette année, 46 films de 6 minutes sont en lice dans plusieurs catégories. Je vous propose tout de suite de regarder un extrait du film qui a remporté le Grand Prix du jury l'année dernière. Il s'agit du film Break a Leg. Vous allez voir, c'est un film très très fort. Je me considérais comme ayant des problèmes. Maintenant, il y a la mort qui est rentrée dans la danse. C'est un luxe de pouvoir se projeter, en fait. C'est un vrai luxe.
C'est un luxe immense. Et il n'y a que le théâtre qui m'apporte cette grâce. Wow! Ça, c'est la chemise de Beckett. La chemise de Beckett? Ouais. Il met toujours celle-ci quand il joue Beckett. C'est ça. On y va. 1, 2, 3. C'est bon? Break a leg. Le proverbe anglais pour dire merde au théâtre. Casse-toi une jambe. Allons-y. 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 Oui, ma peau. Alors, hop. C'est celle-ci. Richard Lenoir. Voilà. Pour passer maintenant à un sujet plus gai, le nom de la femme avec qui je m'unis à peu de temps de là. Le petit nom était Lulu. Du moins, elle me l'affirmait. Vous tenez tant que ça à vous allonger, dit-elle. Le tort qu'on a, c'est d'adresser la parole aux gens. Vous n'avez qu'à poser vos pieds sur mes genoux, dit-elle. Je ne me fis pas prier. Mais à 25 ans, il bande encore l'homme moderne. Elle s'en aperçut, naturellement. Ça, les femmes flairent un phallus en l'air à plus de 10 km. Et se demande, comment a-t-il pu me voir, celui-là? On n'est plus soi-même dans ces conditions. Je lui dis de venir moins souvent. Et si cela ne se pouvait pas, de venir le moins souvent possible. Il m'aurait fallu d'autres amours, peut-être. Mais l'amour, cela ne se commande pas. Waouh! Film très fort, effectivement. Grand prix du jury 2017. Qu'est-ce qui nous dit ce film, Luc Le Prêtre? Ça va bien au-delà de la place de la personne handicapée dans le monde du travail. Pour moi, il est emblématique. Il y a deux parties. Vous avez la première partie qui vous montre comment ce personnage, qui est réel, pour le coup, est enfermé dans son corps. Il est bloqué, il est paralysé. Et donc, le théâtre lui permet de s'échapper, de sortir de son corps. Et je pense que, au-delà du sujet, du festival et tout, là, on a quelque chose qui est de l'importance d'ouvrir la culture aux personnes handicapées. L'accessibilité. L'accessibilité, elle est essentielle parce que être un autre, pouvoir partir de son quotidien, c'est très important pour des comédiennes, je pense, mais c'est aussi essentiel quand vous êtes bloqué dans ce propre corps. Donc, moi, je milite énormément pour l'ouverture de la culture au monde du handicap. Et en plus, les personnes handicapées ont d'autres choses à dire, d'autres témoignages à apporter, une autre richesse. Un autre regard. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que ça vous inspire, excusez-moi, justement, à vous trois, Jeanne, Élodie et Olivia, ce que vous venez de voir, ou ce que vient de dire Luc? Moi, ça me fait réfléchir. Oui. En fait, je me disais que ça doit effectivement être très nécessaire pour cette personne qui l'exprime, et comme vous venez de le dire, de pouvoir être acteur, de pouvoir s'échapper de ce corps qui le contraint et qui l'enferme pour exprimer plus de lui-même, aller partir ailleurs. Et je me disais que ça apportait quelque chose aussi au texte qu'il délivrait de l'autre côté. C'est-à-dire que pour les spectateurs, ça apporte aussi d'entendre délivrer par autrement, en fait. Et que ce corps-là, qu'on ne voit jamais sur scène, ou alors presque... parce que c'est un travail de composition souvent bien fait d'un acteur, là, d'y mettre quelqu'un, mais sans que justement le personnage incarné par la personne handicapée, le handicap ne soit une dimension du personnage,
forcément que ça fait entendre des textes différemment, c'est évident. Et que donc, j'imagine que ça peut apporter des choses de part et d'autre de la scène, j'imagine. Élodie, vous aussi, ça vous fait réagir, ce que vous dites? Oui, parce que là, je trouve qu'il y a plusieurs couches, en fait. C'est-à-dire que moi, là, j'ai été émue et j'ai écouté le texte, comme disait Jeanne, avec une autre dimension. Et voilà, puisque là, on parle d'un acteur, finalement, ce qu'on attend d'un acteur, ce qu'on attend de ça, c'est d'être... Enfin, moi, ce que j'attends, c'est d'être émue. Là, je ne suis pas émue par le handicap de cette personne. Je suis émue par l'ensemble du projet, finalement. Olivia? Écoutez, j'ai eu des larmes qui sont montées automatiquement quand cette personne a dit ce qui est important, c'est de se projeter. C'est de se projeter. Et j'ai trouvé ça... C'est un luxe. Sublime. C'est un luxe. Et c'est vrai que ce qu'on appelle les valides, c'est ça? Passent leur temps, en effet, à se projeter en vacances, en ceci, en cela, l'année prochaine, je fais ci. Et tout d'un coup, d'entendre cet homme qui dit ça, je me suis dit... oui, qu'ils aient accès à des projets de théâtre, d'autres choses, de tour du monde, et d'être projetés dans les deux sens, en fait. Projetés sur une image aussi, sur un écran, qu'on puisse aussi, les voir vraiment au même titre qu'on voit d'autres gens. J'ai trouvé ça bouleversant et je trouve ça extraordinaire que ce festival existe. Mais que nous, on ait accès à eux aussi. Qu'on ait accès à eux, qu'ils soient projetés, qu'on ait accès que ça soit dans les deux sens. C'était l'évidence pour moi. Je me dis évidemment que... Évidemment, ils doivent vouloir avoir accès, vu qu'ils sont limités dans leurs accès, ils doivent avoir envie d'élargir. Mais je me suis dit, tiens, c'est pas mal aussi pour nous d'avoir accès à eux. Ouais. Ça change des choses, en fait. Et surtout en théâtre, où on ne cesse de reprendre les mêmes partitions pour les rejouer, les remettre en scène. C'est aussi une autre façon de faire entendre des textes qu'on connaît, qu'on aime, qui sont des bons textes de théâtre. Voilà. Eh ben voilà, écoutez. Je suis ravie d'entendre tout cela. Que dire de mieux? Le festival est à Saint-Malo depuis 2 ans. Voilà. Merci à Saint-Malo et à la région de nous avoir accueillis. Et évidemment, on a eu la chance d'avoir des jurys prestigieux. Sam et Kerman, des présidents de jury prestigieux, de Sam Kerman à Patrice Lecomte, en passant par Régis Varnier, et d'autres que j'oublie, pardonnez-moi, qui m'excusent, de Agnès Jaoui à Marianne Chazelle aussi. Et, vous êtes tous invités pour le prochain à faire partie du jury. Et vous verrez que vous découvrirez un monde incroyable. On aimerait beaucoup. Et le festival Regard Croisé, mais ça se tient jusqu'à samedi, donc au Palais du Grand Large à Saint-Malo. On rappelle que la semaine prochaine, c'est la semaine européenne, justement, pour l'emploi des personnes en situation de handicap. Merci beaucoup à toute l'équipe du film Pupille d'avoir été avec nous. Merci Luc Leprêtre. Merci. On va tout de suite retrouver Billy au zoo de la Bourbansais. Alors nous sommes de retour ici, toujours aux eaux de la Bourbansais, avec les petits capucins. C'est ça, capucins bruns. Donc c'est des singes sud-américains et eux, ils ont un petit truc, c'est un peu comme les chimpanzés, ils sont capables d'utiliser des outils, ils arrivent à percuter aussi pour attraper à manger, pour ouvrir notamment les noix et les noisettes. Donc là on va faire un concours. Donc là on va faire un concours, on va voir si tu es aussi bon qu'un capucin. Ok. Eux ils ont juste des troncs d'arbres et des cailloux. Okay. Nous on n'a pas de troncs d'arbres, moi j'ai un caillou juste on a là. un caillou. Et donc, là il y en a un, il est déjà bien armé avec son bâton. Il est prêt là. Donc du coup, c'est une famille, c'est quoi ici? Alors c'est une famille, on a le père et les 2 enfants. Ok, ça roule. Donc là on peut leur jeter directement. Donc là on peut leur jeter noix et noisettes. Allez donc, les ils vont garçons. d'abord essayer avec les dents. Et après, quand c'est trop dur avec les dents, il faut... papa, il est fâché, il n'a pas eu. Ok, alors parce que toi, tu sais qui est papa et tout ça. Là. Donc c'est bon. Et donc maintenant... voilà. Il a dit merci. Et voilà. Vous avez vu, il a dit merci avec la main. Et c'est parti. Donc papa, faut taper. Il faut essayer de voir... D'accord. Bon, les gars, on y va. C'est parti. Moi, je vais aussi essayer donc avec mes mains. Parce que lui, il est chaud là. Ah ouais. Le premier qui a ouvert sa noix a gagné, hein. Et donc ça, tu fais ça tous les matins avec eux? Tous les matins. Alors moi, je le fais pas, mais eux le font. Les garçons, vous faites comment là? Parce que c'est compliqué quand même. Hein. Et donc ils ont les dents assez costaudes pour... Voilà, c'est ça. Ils vont réussir à mettre des petits coups de dents. Et papa, voilà, ça y est, papa est déjà en train de manger sa noix. Ah ça y est. Ah oui, donc les dents doivent être hyper fortes. Hein. Ouais, c'est des grandes, alors pas très grandes, mais très grosses. Et donc un petit coup. Ok, un petit coup d'incisif comme ça, et tout va bien quoi. Ils tapent sur la noix d'abord. Alors des fois, juste rien qu'à taper, ça ouvre. Après, on finit avec les coups de dents. Bon, moi j'ai commencé à la casser, mais j'avoue que je suis pas aussi fort que les capucins.
Donc là, tu nous disais, c'est une famille, ils se reproduisent ici? Alors, ils se reproduisaient. On a perdu maman de vieillesse l'année dernière. D'accord. Et voilà. Donc là, on garde la famille tranquillement. Papa est assez vieux, donc on lui retrouve pas de, pas de femelle, quoi. Pour l'instant, on garde la cellule familiale, marche très bien là, donc. On les laisse tranquillement. Ok, bon bah je crois que là les Capucins ils ont gagné par rapport à moi large. parce que moi je n'ai pas réussi à ouvrir mes noix. Et ben écoute, merci beaucoup Corentin, on a passé encore une super matinée ici aux Zoo de la Bourbansais et puis bah, quand on vous voit comme ça sur le parc on peut vous poser des questions. Il n'y a pas de souci, ça, on est là pour ça. Ok, allez à très bientôt, puis bah les Capucins 1, Billy 0 parce que la noisette j'ai même pas réussi du tout. À bientôt. Merci beaucoup Billy, à très bientôt. Nous allons maintenant prendre le large avec Adélaïde Castier qui nous a rejoint. Bonjour Adélaïde, vous allez bien? Très bien. Alors cette semaine, Littoral s'intéresse au patrimoine maritime. Ouais, patrimoine maritime, je ne sais pas si ça vous parle les uns et les autres. Il y a un petit côté un petit peu vieillot quand on dit patrimoine maritime. Et pourtant, bah, c'est un mouvement qui va bien, qui est en forme, on peut dire, en Bretagne, puisque depuis la construction de la recouvrance, donc ça c'était en 1992, le chantier du GIP, notamment à Brest, ne chôme pas, entre guillemets. C'est un domaine où il y a vraiment une demande. Les charpentiers de marine ont du boulot, on peut le dire. Et donc, nous, dans le littoral, on a eu envie d'aller voir cet univers. Alors, entendre le bruit du bois, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de naviguer, si vous avez eu la chance de naviguer sur un voilier traditionnel en bois. C'est une expérience assez fabuleuse parce que on voit vraiment, quand on regarde un voilier traditionnel qui a été restauré, tout le travail, les heures qui ont été mises donc, dans la fabrication d'une simple manille, d'un taquet coinceur. C'est un travail assez fabuleux. Et donc tout ça pour vous dire que donc, Marine Barnerias, j'y arrive dans le littoral, est partie à la rencontre de Yann Moffrette et de son fils Teguen, donc, qui est en train de prendre la relève dans le chantier du GIP. Une belle histoire de transmission. Voilà, ils sont partis à la fois dans les chantiers à Brest et puis également en mer. Je propose de regarder un extrait. On va tout de suite regarder. Dans ce savoir-faire de charpente marine, la transmission est forte lorsqu'il s'agit d'un père et son fils. Teguen va bientôt remplacer Yann, son père, à la direction du chantier du GIP. Il m'emmène au port de Tinduf, là où les liens se resserrent encore plus. Écoutez, messieurs, je crois que je suis à la barre d'un navire familial alors. Ah oui, exactement. C'est un bateau qu'on a en famille depuis 87. Donc toi, tu as commencé la restauration dessus? Non, moi j'étais trop petit à l'époque à 87, j'avais à peine 6 ans, donc j'ai joué dans les copeaux, on va dire, puisque j'ai commencé la restauration. Et bosser avec papa, c'est pas dérangeant? Non, ça se fait bien. Non, écoute, ça va, on a chacun notre domaine, on discute, il y a beaucoup d'échanges. C'est même ce qu'il y a de vraiment intéressant de bosser en famille, c'est qu'on peut vraiment aller à des échanges importants, voire ça te rassure, se dire les choses un peu. Ouais, ça te rassure d'avoir un fiston Ça me rassure, c'est-à-dire pour moi, je sais que l'avenir est assuré. Et en famille, c'est ce que dit Teguen, on peut se confronter, on sait de toute façon qu'on se retrouvera toujours. On peut dire les choses, il n'y a pas de problème, disons, d'ego, des choses comme ça, on arrive à les surmonter beaucoup plus facilement. Voilà. On peut dire les choses, on se retrouvera toujours. Ouais, en famille. En tout cas, dans leur cas. Hein. Ouais, dans leur cas. Ça ne marche pas tous les coups, mais là, voilà, donc c'est une belle histoire. Donc, Yann Moffrette et son fils Teguen, donc, qui est en train de reprendre les chantiers. Ça s'appelle dans le littoral l'eau je ne retrouve pas le titre, de l'eau, du bois et des hommes. Et puis également dans cette émission, il y a un film donc, à voir, film de Thierry Levacon, consacré au jambar. Donc le jambar, c'est la construction d'un navire de l'époque de Louis XIV qui, depuis plus de 20 ans, est en train d'être construit à Gravelines, dans le Nord. C'est une histoire assez incroyable. Donc un ancien géologue, Christian Cardin, s'est mis en tête de fabriquer, de construire avec une association ce navire à taille réelle, ce qui est un pari totalement délirant. Ça fait plus de 20 ans que ça dure et c'est pas fini, on a peut-être encore pour 10 ans. Donc est-ce que le jambar verra un jour donc sera terminé un jour ou pas? C'est à voir dans le film de Thierry Levacon. Voilà, ce week-end dans le littoral. Merci beaucoup Adélaïde, et c'est donc à 12h55. Dimanche. C'est ça. Merci. Qu'est-ce que ça vous inspire, Luc Le Prêtre, un film comme celui que vous venez de voir, là, l'extrait?
Ces histoires de transmission comme ça, c'est surtout, je rêve, je fais partie comme beaucoup de gens de rêver de voyager sur un beau voilier. Et le problème, c'est l'accessibilité, évidemment. Fois, ouais. Mais je sais que certaines personnes font ce genre de... Voilà, absolument. Tout à fait, ouais. Et c'est pareil, c'est toujours pareil, le fait de sortir, d'aller au-delà, d'aller loin. Et forcément, oui, ça fait rêver. En l'occurrence, dans la route du Rhum qui se passe, pour la première fois, il y a alors c'est pas forcément du handicap sur fauteuil, mais il y a des navigateurs comme Damien Seguin ou Fabrice Payen, qui donc souffrent d'un handicap assez important, qui sont engagés sur la course. Enfin, en tout cas, toujours pour Damien Seguin, aparté. Et je crois qu'il était parti du festival en Regard Croisé l'année dernière. Ouais, voilà. Tout le monde y est, il n'y a que du beau monde. On va maintenant parler de mode dans cette émission. Justine Lemoin, vous nous avez rejoint, merci beaucoup. On est toujours à la page avec vous. C'est ça. On va aujourd'hui se pencher sur le choix d'un manteau. Cette saison, il commence à faire un peu frisqué. Oui. Comment le choisir? C'est pas évident parce que toutes les formes ne vont pas à tout le monde. Alors c'est le but aujourd'hui. En fait, c'est de savoir par rapport à quelle morphologie, selon votre morphologie, quel est le manteau le plus adapté. Voilà. On attend vos conseils de conseillère en images. Eh bien, allons-y gaiement. Donc déjà, je suis curieuse de savoir un petit peu vous comment vous choisissez vos manteaux, par exemple. Est-ce que c'est par rapport à vos goûts? Est-ce que c'est par rapport à la tendance? Être bien dedans, que ça soit après, il faut des manteaux selon les circonstances, plus chic ou des manteaux plus sport. Ou plus chaud. D'accord, selon aussi, parce que Alors en général, on choisit... Peut-être plus Sabine, t'es plus tendance, toi. Oh, tu trouves? Ouais. Bon, en même temps, il lui faut un manteau quand même, donc tendance ou pas... Oui, et puis qui puisse permettre de faire du vélo aussi. Alors ça, c'est un critère. C'est un grand critère pour moi. Oui, ok, et comme quoi on a tous des critères différents. Eh bien, c'est ça. Qui est intéressant. Et effectivement, et après on choisit aussi son manteau, surtout en fait en fonction de son coup de cœur, en fait, de son envie du moment. Mais il faut en fait trouver un juste milieu entre cette envie pour cette sublime pièce et puis aussi l'harmonisation avec sa silhouette. Donc moi j'ai eu envie aujourd'hui en fait de vous présenter les différentes morphologies pour les femmes, bien évidemment, et puis ensuite quelques catégories en fait de manteaux qui vont être intéressantes justement pour ces morphologies-là. Allez, on se lance. C'est parti. Donc, il y a aujourd'hui 6 morphologies qui représentent les femmes. Alors ça, c'est hors complexe. C'est juste la mesure entre les épaules et les hanches et savoir si vous avez une taille marquée ou pas. Il va falloir prendre 20 mètres. Laquelle on est Donc, normalement, vous allez prendre un mètre plutôt souple, pas le mètre de bricolage parce que ça arrive d'être un peu serré. Un petit mètre souple et vous allez d'abord mesurer vos épaules. Ensuite, au niveau de votre taille, juste au-dessus du nombril et les hanches. D'accord. Et en fonction des mesures que l'on va trouver, vous allez pouvoir vous situer dans telle ou telle catégorie. Okay. Alors, premier cas de figure, les épaules sont plus larges que vos hanches. C'est ça, c'est la silhouette V. Une silhouette avec un buste justement qui va être un petit peu plus imposant et des hanches qui vont être un petit peu plus fines. Donc dans cette morphologie-là, il va plutôt... en fait, il va falloir éviter d'ajouter quelque chose au niveau du buste. Il va falloir rester sur des pièces très, très sobres en haut, c'est-à-dire avec des petits cols, pas beaucoup d'originalité, pas de grands perfectos, pas de grands cols, des choses vraiment très, très fines et très, très simples. Et puis, en fait, c'est tout simplement pour éviter d'amplifier en fait ce haut du buste un peu large. Et au contraire, chercher en fait du volume plutôt au niveau du bas, c'est-à-dire des grosses poches, une forme un petit peu trapèze. Comme on peut voir un peu sur les modèles, on n'est pas obligé de venir marquer non plus trop les épaules, on peut avoir des emmanchures un peu plus basses. Mais il faut chercher en fait toujours à être simple au niveau du haut et un peu plus de volume en bas. Alors, si c'est l'inverse, si on a des épaules étroites, une taille fine et des hanches plus larges. Alors là, ça va être l'inverse, effectivement. Il va falloir minimiser la partie en fait du bas, justement en évitant d'avoir de l'originalité, des froufrous, des poches, etc. Et au contraire, chercher le volume avec des grands cols, avec de l'originalité sur la partie haute. Ça, c'est important. Il va falloir aussi plutôt travailler sur des choses un peu évasées, un peu trois quarts. Vous voyez, comme un peu ce que l'on peut voir. On cherche vraiment le volume et l'originalité pour de la simplicité au niveau du bas. Et il ne faut pas prendre des choses trop courtes. Évitez tout ce qui est bombers, vraiment des manteaux courts. Ayez un peu de longueur. C'est ça qui va être le plus intéressant. Alors, troisième cas de figure, si nos épaules et nos hanches sont de même largeur et notre taille est peu ou pas marquée même. Alors, ce qui est important dans cette silhouette, c'est de ne pas justement venir marquer cette taille qui peut ne pas être présente. Il va plutôt falloir souligner, faire deviner, mais de surtout pas venir ceinturer. Donc, si vous avez un manteau avec une ceinture, il faut plutôt la porter de façon un peu lâche et venir sur des coupes un peu droites, structurées, mais plus droites. Éviter tout ce qui est trop cintré, en fait. C'est ça qui est important.
Autre cas de figure. Alors là, du coup, on est sur des formes généreuses au niveau de la poitrine, des hanches. C'est ça. Ça va être la morphologie en fait en haut, où là on va avoir une morphologie avec des formes beaucoup plus généreuses. On bannit surtout le très ample. Ça c'est très très important. Il faut vraiment rester sur des choses aussi structurées, puisque sinon malheureusement on va en fait donner encore plus de volume à la silhouette. Donc c'est très important d'être toujours sur du 3/4 qui tombe bien au niveau des hanches. Et puis on privilégie le boutonnage vertical et non le double boutonnage. On enlève tout ce qui est trop large. D'accord. Dernier cas de figure, vous mélangez les morphologies, alors les deux dernières morphologies. Je les rassemble, on va plutôt dire ça. Ouais. Je les rassemble parce qu'effectivement, la X et la 8, en termes de morphologie, elles sont assez identiques. On a des épaules et des hanches de même largeur et une taille qui est marquée. La seule différence, en fait, avec cette morphologie, par exemple, notamment pour la 8, c'est qu'il y a plus de formes un peu généreuses, un peu à la Marilyn Monroe. Ça va. C'est une silhouette très jolie. Et le but sur ces deux silhouettes, de toute façon, c'est de venir ceinturer, c'est de venir marquer la taille pour mettre en valeur cette sublime silhouette. Bah, parfait. Et puis alors, si on n'a pas le budget pour racheter un nouveau manteau, on peut quand même le moderniser. Exactement. Mais oui, même celui de l'année dernière. C'est tout à fait ça. Outre le fait de mettre des gants, une écharpe colorée avec du motif, etc., on peut aussi le customiser en, par exemple, changeant les boutons, en rajoutant une ceinture un peu sympa ou voilà, en apportant un peu de broderie sur un col. On peut faire pas mal de choses aujourd'hui. Je pense que c'est assez sympa de venir apporter sa petite touche personnelle. Eh ben merci Justine pour tous ces conseils. Adélaïde, vous avez trouvé votre bonheur dans tout ce que présentait un mélange un peu de tout ça. Hein. Ah bon. On peut se faire plaisir, c'est ça le plus important. Et Sabine, on est sûr que vous avez trouvé votre bonheur aussi grâce aux conseils de Justine. Allez, on va passer à l'agenda culturel de ce week-end en Bretagne. On va commencer par une exposition photographique en Ille-et-Vilaine. Oui, alors c'est l'ouverture aujourd'hui de l'exposition des airs de solitude au Carré d'Art à Chartres de Bretagne d'Arnaud Rouanet. Ce photographe lavallois rencontre en fait des années passées au sein de l'armée française en tant que chef des reporters photographes. Avant de se rendre d'ailleurs sur les terrains de guerre, il était photographe officiel à l'Élysée. Sa particularité, c'est qu'au-delà des images de conflits ou d'aide humanitaire pour la mémoire collective, il capture des instantanés de vie avec son propre appareil photo, donc de regard, le regard institutionnel et le regard plus personnel. Alors on peut découvrir plusieurs séries. Oui, 3 séries réalisées lors d'opérations de protection des populations et de maintien de l'ordre au Mali et en Centrafrique, notamment l'opération Serval en 2013. Arnaud Rouanet donc témoigne du quotidien des soldats, vie partagée entre des périodes de combat et des moments d'attente où il tente de créer un semblant de chez soi et se dégage de ces photos beaucoup de solitude, une réalité tout à fait différente de celle véhiculée par les médias. C'est intéressant, donc vraiment. À Brest, maintenant, c'est la Grande Marée. Oui, c'est la grande déferlante donc, de ce festival dédié aux arts de la parole. Il se déroule jusqu'à la fin du mois dans le pays de Brest. Une édition placée cette année, en partie sous le signe du féminin. Au programme, 38 spectacles de conteurs bretons et de tous horizons. Des contes traditionnels aux contes modernes, notamment avec le conteur Patrick Ewen, notre cher barde breton, et l'ensorceleuse Shirin El Ansari, qui nous racontera à sa façon les contes des Mille et une nuits. Et vous avez un coup de cœur. Oui, alors un coup de cœur qui devrait aussi vous plaire, c'est un petit clin d'œil pour le conteur catalan résident belge, Alberto Garcia Sanchez. Il traite de la condition féminine dans son dernier spectacle intitulé « Elle et mon genre ». Je vous propose de regarder un extrait. Une jupe qui avait passé des années oubliée dans le tiroir d'une armoire. Un jour, la jupe entend la femme qui habite en dehors de l'armoire dire « On va voir qu'est-ce qu'il y a dans ce tiroir ». Effectivement, la femme ouvre le tiroir et parmi les autres vêtements, elle trouve la jupe en question. Ah, ma jupe! Et la jupe dit oui, c'est moi! Ils se reconnaissent, se servent l'une contre l'autre. La jupe dit on y va? Et la femme dit on y va comme avant. La femme saute à pieds joints. La jupe s'enfile, remonte le long de sa jambe. Et comme elle connaît le chemin, elle arrive au niveau de la taille et elle dit mince. Il joue aussi beaucoup avec son corps. Oui, c'est vraiment un beau spectacle à voir, oui, à Relais-Bouquet-Réau.
Une autre histoire maintenant, à voir et à entendre à Nivillac, dans le Morbihan. Ça fait partie de votre sélection. Oui, c'est une pièce de théâtre qui s'appelle Martial l'homme bus de Marie Baxérès et qui raconte en fait l'incroyable histoire vraie de Martial, habitant de Lausanne, qui conduisait dans les années 80 des trolleybus imaginaires. Les habitants en fait étaient habitués à le voir déambuler dans les rues, toujours aux mêmes heures, poursuivant son trajet bien précis en prenant des passagers imaginaires, avant qu'il ne soit en internement en hôpital psychiatrique. Et Marie Baxélrex se glisse dans la peau de Martial et interroge justement la place de la marginalité dans nos sociétés de ces poètes qui refusent de se conformer. Voici un extrait de cette pièce mise en scène par Sophie Robin. Quand je conduis ma charrette, je fais jamais le même conducteur et j'arrive à imiter tous les gens que j'aime au volant des trolleys. Alors il y a quelque chose qui est trouble dans le dossier et qui est très mince. Il y a deux arguments. Un argument selon lequel Martial serait dangereux pour autrui, mais en fait, il n'y a rien qui étaye cela. Et un autre argument, on dit il faut protéger Martial des autres. Ça va. Quelle morale encore. C'est un peu l'histoire du procès de Kafka. Oui. C'est vraiment à voir, donc samedi à 20h30 à Nivillac au Forum. C'est une coproduction d'ailleurs du Forum, oui. Je vous conseille vraiment d'aller voir ce spectacle. Et puis on termine, Sabine, avec une programmation un peu plus légère dans les Côtes d'Armor, cette fois où on chatouille nos zygomatiques. Absolument, c'est le festival donc, de théâtre pour rire à Matignon, dans les Côtes d'Armor. Et le thème cette année, c'est la gourmandise. Vous allez pouvoir donc déguster au cours de cette 22e édition 7 grands spectacles. L'humoriste Manon Le Pomme n'ira pas chez le psy, Gilles Ramat se débattra avec son piano furioso. Et il y a aussi un fameux trio qui vient de Rennes. Je vous propose de regarder un extrait. C'est le trio Tripwap. C'est tout, d'ailleurs on te le dit, ça te rend flou, petit à petit. Voilà, on risque pas de s'ennuyer ce week-end. Quel talent, ouais, c'est superbe. Merci beaucoup Sabine, merci à tous d'avoir été à nos côtés, merci Adélaïde, merci Luc le prêtre et on rappelle que le festival Regard Croisé c'est jusqu'à samedi à Saint-Malo. On vous attend pour la prochaine édition. Venez absolument, venez. On va venir. Et merci beaucoup Justine pour tous ces conseils. On va forcément trouver un manteau à notre taille et à notre goût. Merci infiniment à tous. À demain 9h50, nous recevrons la comédienne Odette Simoneau. À 90 ans, elle monte encore sur les planches. Originaire de Melesse, en Ille-et-Vilaine, elle est l'une des figures du théâtre en Bretagne. Vous découvrirez ce sacré bout de bonne femme attachante et drôle. Soyez au rendez-vous. Belle journée à vous. Kenavo.